L'enregistrement a commencé. Merci à tous d'être présents ce matin. Donc, on a deux webinaires ce matin. Le premier que j'ai l'honneur d'animer qui est autour du montage de projets de chaufferie bois. Et le deuxième à partir de 10h30, animé par Nelly Lafaille de l'ADEME sur les aspects de financement des chaufferies bois voilà, au niveau régional. Et donc, pour commencer cette matinée, je voudrais juste vous demander si c'est possible de bien couper vos micros quand vous n'avez pas à prendre la parole, et puis d'essayer de renommer votre nom dans les participants. En cliquant sur participants, votre nom, vous avez une petite flèche qui apparaît qui vous permet de vous renommer pour mettre le nom de votre structure. Ça nous permet d'avoir une meilleure interaction entre les personnes qui voudraient intervenir. Vous pouvez aussi nous poser vos questions ou mettre des commentaires via le chat. Dans l'onglet Converser, vous verrez tous les chats qui s'affichent. Et enfin, vous pouvez aussi demander la parole. Il y a un petit onglet quand vous êtes sur participant qui vous permet de lever la main quand vous avez besoin de prendre la parole. Alors, on va tout de suite vous présenter le contenu de cette matinée. On aura une intervention de Lorraine Dagalier, qui est chargée de mission réseau de chaleur à Amorce, qui va intervenir sur le montage juridique et financier des projets Bois Énergie, plutôt juridique d'ailleurs. Une intervention de Carole Vaganet, qui travaille donc comme responsable d'énergie renouvelable au Ciel 42, et qui va vous présenter un peu le montage que le Ciel propose aux collectivités de son territoire. Nous avons aussi l'intervention de Monsieur Pierreton, qui est le maire de Barbie, qui va témoigner sur le montage de son projet de chaufferie bois. Et pour terminer, on aura Monsieur Julien Aliro de la GEDEN, qui va vous présenter quelques points de vigilance quand on met en place un projet de chaufferie bois pour assurer le suivi sur des petits projets, des petites chaufferies qui font l'objet, on va dire, de notre attention sur la façon dont on suit les performances de ces chaufferies. Voilà. Je voulais commencer par une petite vidéo. On va voir si ça marche. Vous allez me dire si vous entendez bien le son. Et si je le mets au début, ça sera mieux.
il est tiré à partir de deux parties du bois. Soit les arbres adultes, on n'en utilise que les petites branches, dont on ne peut rien faire d'autre que le brûler en chaudière. Et il y a une autre partie des arbres, c'est quand la forêt est jeune, on a besoin de desserrer les arbres, et donc là c'est des jeunes arbres entiers qu'on coupe et qu'on destine aux chaufferies. On ne fait pas de déforestation avec le bois énergie. En France et en Europe, on a une réglementation qui demande que les forêts soient gérées avec des plans de gestion sur plusieurs années pour le bon équilibre de la forêt. À une année donnée, on va venir couper à cet endroit-là de la forêt. Le bois, donc, il vient des forêts locales qui sont dans un rayon de maximum 100 km autour de l'installation. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un impact CO2 minimal. Et donc c'est pour ça que c'est important que le bois vienne d'un circuit court. La combustion au sein de la chaudière permet de chauffer l'eau du réseau de chaleur pour alimenter ensuite en chauffage et en eau chaude sanitaire. Le campus est alimenté sur le réseau de chauffage depuis 1 an et demi environ. Et aujourd'hui, on a quasiment l'intégralité du campus qui est raccordé. Le principal bienfait, c'est la simplicité, puisque ce mode de fonctionnement minimise les travaux de maintenance qu'on peut avoir sur des chaufferies traditionnelles. La sécurité, puisqu'on supprime l'usage du gaz dans de nombreux bâtiments. Ça, pour des établissements recevant du public, c'est très positif. Voilà. C'était une petite vidéo de mise en route, on va dire, pour alimenter un petit peu les discussions qu'on va avoir par la suite. Je vais sans transition passer la parole à Lorraine Dagalier, qui va vous présenter un peu tous les montages possibles entre les différentes possibilités de montage pour un projet de chaufferie bois, avec ou sans vente de chaleur. Enfin voilà, vous allez un peu voir toutes ces possibilités avec Lorraine. Est-ce que Lorraine, est-ce qu'on t'entend? Vous m'entendez bien? Oui. Ok. Je vois que ma connexion Internet est instable. N'hésitez pas à bien m'interrompre si jamais il y avait un souci. Parfois, ça me met ça et il n'y a pas de problème derrière, hein, je vous rassure. Ok. Bonjour à tous et merci à Aura2E de nous avoir proposé d'intervenir au cours de ce webinaire dans la semaine régionale du bois énergie. Cette première partie, du coup, d'une petite quinzaine de minutes, c'est pour présenter les montages juridiques pour la réalisation. Alors c'était orienté plutôt réseau de chaleur et de froid, mais c'est chaleur qui nous intéresse aujourd'hui. Mais ça s'applique aussi pour des projets de chaufferie qui ne seraient pas raccordés à un réseau. Slide suivante. Oui. En fait, pour présenter les montages juridiques en eux-mêmes, il m'a semblé important de juste repasser très rapidement par la présentation de la définition d'un réseau de chaleur et puis de la compétence réseau de chaleur. Il y a juste 2 slides là-dessus. Cette première slide que vous voyez, c'est sur la définition d'un réseau de chaleur. En fait, qu'est-ce qu'on appelle, il y a plusieurs types de réseaux de chaleur qui peuvent être faits. Au sens purement technique, un réseau de chaleur, je pense que ça, tout le monde le sait, centralisé, qui va desservir des bâtiments.
un ou des bâtiments au moyen d'un réseau, bon, avec des sous-stations au niveau de chaque bâtiment. Donc ça, c'est un réseau au sens technique du terme. Et il est intéressant de faire la distinction entre un réseau au sens technique et un réseau au sens fiscal. Donc au sens fiscal, et ce qui va avoir après des incidences sur son fonctionnement, notamment sur la TVA, auquel est soumise la fente de chaleur, c'est de se demander si l'énergie, elle est vendue à au moins un client distinct du propriétaire du réseau. Dans ce cas, on rentre dans le cadre d'un réseau au sens fiscal du terme, donc, tel que décrit par le Code des impôts. Ensuite, on peut encore se poser une question supplémentaire pour faire une nouvelle distinction, qui va être de se demander si le réseau il est porté par la collectivité qui détient la compétence pour la création d'un service public industriel et commercial de réseau de chaleur. Et si c'est le cas, ça veut dire que le réseau, c'est non seulement un réseau technique, un réseau au sens fiscal, mais en plus un service public. Donc porté par la collectivité qui détient la compétence. Qu'est-ce qu'on entend par porter? On entend que c'est la collectivité qui en est maître d'ouvrage et qui est responsable du service. Et qu'est-ce que ça implique, le fait qu'un réseau soit un service public? Ça implique plusieurs choses. La collectivité, elle va être responsable de 4 éléments qui vont être la continuité du service. Donc, il faut que le service fonctionne quelles que soient les circonstances et que l'usager puisse y accéder normalement s'il est situé le long du réseau. Il y a la règle de l'adaptation constante. Donc, il faut que le service public suive l'évolution des besoins et s'adapte pour maintenir une efficacité constante. Il y a la règle d'égalité de traitement des usagers devant le service public. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de discrimination qui soit faite entre les usagers par rapport à leur accès au service public. Donc, à situation égale, traitement égal. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des différences, mais qui ne doivent pas avoir un caractère personnel en fonction de l'abonné ou du client. Et le dernier point, qui est vraiment le plus important, c'est, je pense, c'est le contrôle de la collectivité. Donc, la collectivité, quand elle a un service public, elle est autorité organisatrice de la distribution d'énergie. Et du coup, elle doit avoir la maîtrise du service public dont elle est en charge et toujours protéger l'intérêt public local. Donc, elle a un droit et surtout un devoir de contrôle de l'activité annuelle du réseau. Voilà pour cette slide de définition, parce qu'on l'utilisera par la suite. Simplement, juste sur la définition d'un réseau public, parfois un réseau il est possédé par une personne publique, comme un hôpital par exemple public, mais qui n'a pas la compétence réseau de chaleur et de froid. Dans ce cas, nous, dans le sens le réseau, ce n'est pas un service public de distribution de la chaleur, quoi, même s'il est porté par une personne publique, mais qui n'a pas la compétence. On en vient donc à la partie sur la compétence réseau de chaleur et de froid. Donc, je dis et de froid à chaque fois parce que ça va ensemble, hein, mais aujourd'hui, on s'intéresse à la chaleur. Donc, d'après le Code général des collectivités territoriales, la compétence, elle appartient au niveau des communes de base. Néanmoins, il y a un transfert qui est obligatoire de cette compétence dans le cas où une commune fait partie d'une communauté urbaine ou d'une métropole. Donc, dans ce cas-là, c'est d'office la communauté urbaine ou la métropole qui a la compétence pour faire des réseaux de chaleur. Et puis, il peut y avoir des transferts facultatifs vers soit d'autres EPCI, donc des communautés de communes, communautés d'agglomération, soit vers des syndicats, donc que ce soit des syndicats de communes ou des syndicats mixtes qui regroupent plusieurs échelles de collectivités. Et il peut même y avoir plusieurs transferts, comme vous pouvez le voir sur le schéma ici, donc avec... avec éventuellement un transfert de la commune à la communauté de communes qui elle-même va transférer à un syndicat mixte dont elle fait partie. Voilà, donc les points à retenir qui nous a semblé important de noter là pour peut-être mieux expliciter ce qui vient d'être dit.
pour faire un réseau technique de chaleur, donc voilà, juste une production, une distribution, il n'y a pas besoin d'avoir une compétence particulière. Par contre, à partir du moment où c'est la personne qui est titulaire de la compétence réseau de chaleur au titre de l'article L 2224-38 du Code général des collectivités territoriales, qui fait le réseau, et que l'énergie elle est facturée à au moins un client distinct du maître d'ouvrage, dans ce cas, le réseau, ça devient un service public de distribution de la chaleur et du froid avec les conséquences qu'on a vues. Les autres personnes publiques, donc je donnais l'exemple d'un hôpital tout à l'heure, peuvent, alors le semble pouvoir, c'est parce que c'est dans les textes juridiques que c'est pas forcément hyper clair, mais peuvent dans les faits développer des réseaux à titre accessoire, donc c'est au sens juridique du terme. Et les personnes publiques, elles peuvent participer au portage de réseaux, qui soient techniques, privés ou des services publics, qui les desservent par le biais de coopération. On va le voir par la suite. Et puis, les collectivités, par le biais d'autres compétences, notamment l'investissement dans la production d'ENR, elles peuvent soutenir ou participer à des initiatives locales, éventuellement, sans en être forcément le porteur de projet. On ne détaillera peut-être pas forcément au maximum cette partie-là pour aujourd'hui. Donc, sur les montages juridiques, cette partie-ci, on l'a organisée donc autour d'abord du portage du projet, donc qui en a la responsabilité, qui en est le maître d'ouvrage, c'est la slide qu'on a sous les yeux ici. Et puis ensuite, on s'intéresse au mode de gestion et à la contractualisation, et ensuite au type d'opérateur à qui on va confier l'exploitation du service. Donc on a décomposé un peu en trois stades la réflexion qu'il faut avoir pour monter un projet. Donc déjà sur le porteur du projet, donc qui porte le projet. Il y a plusieurs options. Donc le projet, il peut être porté par la collectivité qui a la compétence seule. Éventuellement, elle peut s'associer avec d'autres personnes publiques ou avec d'autres partenaires, dont des personnes privées. Et puis, la dernière possibilité de s'investir dans les projets, ça peut être simplement de susciter ou de soutenir des initiatives locales. Donc, sur le portage, en lien avec d'autres personnes, qu'elles soient publiques ou privées, il va y avoir, ça va se faire par le biais de coopération, soit de coopération contractuelle, soit associative. Donc, contractuelle, on entend par là des coopérations qui passent, elles peuvent être de différentes formes encore. Ça peut être des groupements de commandes, donc plusieurs collectivités qui s'associent et qui vont grouper leurs commandes puisqu'elles veulent faire le même type de projet sur plusieurs territoires. Ça peut être la co-maîtrise d'ouvrage, donc elles s'associent pour être ensemble maître d'ouvrage d'un projet. Ça peut être la délégation de la maîtrise d'ouvrage d'une collectivité vers une autre, par exemple, ça arrive. Et après, il y a d'autres coopérations locales que je ne détaillerai pas forcément. Il y a des ententes. Donc, entente, c'est un contrat entre collectivités en vue de gérer ensemble un service commun ou un bien commun. Voilà pour les aspects contractuels. Et puis, ça peut aussi prendre la forme de coopération associative. Donc là, sous la forme d'AFUL, donc Association foncière urbaine libre, ou de ASL, Association syndicale libre, donc plutôt en milieu rural pour les ASL. Et en général, quand on est sur des coopérations associatives, c'est plus souvent pour la gestion de réseaux privés que de réseaux publics, mais c'est dans les faits ça, mais ce ne serait pas impossible d'avoir une majorité de personnes publiques dans une AFUL ou une ASL, et auquel cas c'est le code de la commande publique qui va s'appliquer. Sur cette slide-là, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais. Donc, du coup, on va pouvoir passer
à la suivante, donc qui porte sur le choix, donc une fois qu'on sait qui va porter le projet, sur le choix du mode de gestion et de la contractualisation. Donc, comment la collectivité va construire et exploiter son réseau. Donc, sur cette slide et dans le reste de la présentation, après, on a plutôt fait un focus sur les portages qui impliquent la collectivité, donc dans lesquels il faut qu'elle soit dans la structure, qui peut être de plusieurs formes, mais qui porte le projet, donc qui en est responsable et qui en a la maîtrise d'ouvrage. Donc, du coup, on est sur les portages qui l'impliquent, que ce soit elle seule maître d'ouvrage de la chaufferie bois et du réseau, ou en coopération avec d'autres acteurs. Donc, il y a plusieurs modes de gestion possibles pour un projet de réseau de chaleur. Soit, on va peut-être commencer par ce qui est à droite, la gestion peut être directe, donc à savoir la structure qui porte le réseau, elle crée une régie pour exploiter le projet. Cette régie, il y a plusieurs, on peut l'appeler la constituer de deux manières, soit internalisée, et auquel cas, en fait, du coup, c'est la collectivité qui va seulement passer forcément des marchés de travaux pour la construction de la chaufferie, mais qui ensuite va en avoir elle-même l'exploitation. Donc, c'est-à-dire qu'elle va gérer directement toute la l'exploitation, la facturation. J'ai entendu un petit bip, suis-je toujours connectée? Oui, tu l'es. Ok. Donc, l'exploitation et la facturation, et du coup, elle va gérer en direct la relation avec les abonnés. C'est valable dans les deux cas de régie, d'ailleurs, excusez-moi. Mais donc, du coup, il y aura forcément un marché pour la construction. Et dans le cas d'une régie externalisée, là, elle va passer un marché non seulement pour les travaux de construction, mais elle aura aussi un marché pour l'exploitation. Du coup, ça peut être soit deux marchés dissociés, soit un marché global avec travaux et exploitation à l'intérieur. Néanmoins, puisqu'on est sur une régie, c'est toujours la régie qui garde la relation abonnée, donc la facturation en direct avec les abonnés. Elle a juste des marchés dans lesquels elle délègue, si je puis dire, sans vouloir embrouiller les pistes, les travaux et l'exploitation. L'autre type, donc là on repart sur la branche de gauche, l'autre type de mode de gestion, ça va être un mode de gestion, une gestion déléguée du service. Dans ce cas, on a aussi plusieurs manières de déléguer. Soit on part sur une concession, donc là, la collectivité, le porteur du projet, je dis la collectivité, même si on a vu que du coup, le portage il pouvait être fait par une simple collectivité ou une collectivité qui s'est mise en groupement ou en entente avec d'autres via un format type afflux ou autre. Mais donc du coup, soit elle délègue l'ensemble on va le voir peut-être sur la slide derrière, ce sera plus évident, ça me fera gagner un petit peu de temps. Donc soit elle va tout déléguer en concession, merci, soit elle va garder pour elle la construction et l'investissement du coup dans le réseau et la chaufferie, et par contre elle va déléguer l'exploitation. Et quand elle délègue l'exploitation en délégation de service public, là c'est également toute la relation avec les abonnés, donc la vente de chaleur, la facturation, qui est déléguée à un autre opérateur. Donc là vous avez sous les yeux un tableau qui récapitule un peu les différences entre tous ces modes de gestion. La dernière colonne, soutien initiative, du coup, c'est ce qu'on a pas trop abordé, puisque c'est quand la collectivité n'est pas impliquée dans le portage directement. Mais donc, du coup, si on prend les 4 premières colonnes et qu'on les compare entre elles, la propriété du réseau et de la chaufferie, dans tous les cas, il s'agit d'un service public, ça reste le porteur de projet, donc la collectivité ou qui est le porteur du projet. Ensuite, sur le financement des investissements, ça reste dans tous les cas, c'est le porteur du projet, sauf dans le cas où on est dans une gestion déléguée en concession, et auquel cas, comme j'ai un peu commencé à l'expliquer, du coup, c'est bien le concessionnaire qui va devoir financer,
qui finance le réseau et la chaufferie. Ensuite, le financement du fonctionnement. Donc, le fait de prendre en charge l'exploitation et de recueillir les recettes auprès des abonnés, donc d'assurer la relation abonnée. Du coup, là, c'est ce que j'expliquais. Soit c'est géré toujours par le porteur de projet quand on est en régie, donc par la régie en fait, soit ça va être géré par l'opérateur qui a été choisi pour la concession ou pour l'affermage dans le cas d'une délégation de service public. Ensuite, au stade de la... Enfin, je dis ensuite, c'est pas chronologiquement ensuite, mais pour la conception de l'opération, là, c'est seulement dans le cas où il y a un opérateur concessionnaire, puisqu'il prenait en charge le financement des investissements, c'est également lui qui va prendre en charge en fait, la conception du projet. Dans les autres cas, et pareil pour la réalisation, dans les autres cas, que ce soit une régie ou une collectivité qui délègue mais en affermage, c'est elle-même qui va prendre en charge la conception et la réalisation en déléguant ces étapes à une maîtrise d'œuvre et puis à un prestataire, enfin un constructeur pour la construction. Ensuite, quand on passe à l'exploitation en elle-même et la maintenance, là, on est dans le cas d'une délégation de service public, voilà, le principe, c'est que c'est l'opérateur qui assure l'exploitation et la maintenance, tandis que dans le cas d'une régie, là, on est sur la différence entre une régie internalisée, où c'est la régie elle-même, la collectivité qui assure l'exploitation et la maintenance. Dans le cas d'une régie externalisée, elle en a la responsabilité, mais elle passe un marché avec un opérateur prestataire pour assurer ces deux missions. Et puis pour finir, ce que je disais au début, tout ce qui est commercialisation, facturation, donc je l'ai déjà dit, côté régie, ça va être la régie qui le gère en direct, et quand on est passé en délégation de service public, c'est l'opérateur qui a cette relation abonnée. Je pense que j'arrive au bout, il me reste qu'une seule slide. Et je n'ai pas regardé l'heure du début, parce que je dois être à 15 minutes. Pour finir, quel que soit le mode de gestion et donc la contractualisation qu'on a choisie, sur le choix de l'opérateur, donc avec qui on contractualise pour réaliser les différentes missions, on a plusieurs opérateurs. Il peut encore y avoir, l'opérateur peut encore prendre plusieurs formes et du coup, il peut s'agir d'un opérateur qui est plus ou moins public à l'intérieur, ses actionnaires, je veux dire. Donc, on peut avoir des opérateurs qui vont être 100% publics avec la formation de sociétés publiques locales. Donc, par exemple, il y en a une à Lorient qui s'est formée entre toutes les collectivités. On peut avoir des opérateurs sous forme de sociétés d'économie mixte qui ont encore un actionnariat à plus de 50% public, mais pas 100%. Des opérateurs qui peuvent être sous d'autres formats, donc la société d'économie mixte, opération unique, les sociétés anonymes ou les sociétés coopératives d'intérêt collectif, où là, la part publique passe à moins de 50% dans l'opérateur. Et puis, on peut avoir des opérateurs 100% privés. À noter que du coup, sur les modes de gestion, j'ai parlé que des modes de gestion dans lesquels la collectivité est porteur du projet ou sous le groupement de collectivités est porteur, et ensuite il peut contractualiser avec en fait tous ces types d'opérateurs. Mais la collectivité peut aussi, si on se replaçait dans le cas qui était tout à droite au début sur juste soutenir les projets, la collectivité peut choisir de soutenir les projets en rentrant au capital d'un opérateur privé, par exemple une SA ou une SCIC. Et la collectivité rentre simplement en capital, même de manière minoritaire. Mais elle a quand même du coup un droit de regard sur l'activité et puis elle est impliquée dans le financement. Sur les partenaires privés d'ailleurs qui peuvent être... J'ai une dernière petite phrase et puis après effectivement c'est fini. Sur les partenaires privés qui peuvent être investis dans le capital des différents types de sociétés, il faut noter que les citoyens en eux-mêmes sont un partenaire possible. Donc, c'est là qu'on va avoir de l'investissement ou du financement participatif.
Voilà, c'est simplement un peu plus compliqué pour la CEMOP, mais ce serait après plutôt mon collègue juridique qui pourrait expliquer en détail. Et du coup, pour finir, j'en ai fini pour présenter, donner un aperçu des différents stades auxquels on a des choix à faire pour monter des projets de réseau de chaleur. Donc, stade de qui porte le projet, stade de comment on contractualise et stade de avec quel opérateur. On vient de publier le guide des montages juridiques qui en fait récapitule tout ça sur l'ensemble des projets d'ENR, donc que ce soit des ENR électriques ou thermiques, et la réalisation des réseaux de chaleur et de froid. Et on fait aussi un webinaire ce jeudi matin, donc sur ce sujet des montages juridiques et du financement participatif. Donc ce sera un webinaire de 2 heures, donc on aura plus le temps de détailler et puis d'avoir des retours en financement participatif. Donc voilà, si vous souhaitez vous inscrire, même sans être adhérent à Amorce, c'est possible en écrivant à l'adresse mail qui est affichée ici, GT Énergie. Je vous remercie de votre attention et puis je suis à l'écoute de vos questions, si y en a. Merci Lorraine. Donc, voilà, si vous avez des questions à poser, soit vous le faites par le chat, soit vous demandez un peu la parole à, voilà, il y a effectivement autant de possibilités que de situations, hein, si je puis me permettre, dans le montage de projets de chaufferie bois. Alors là, plutôt avec de la vente d'énergie, ce qui a été développé, mais ça marche aussi dans la possibilité de faire des chaufferies dédiées, soit en régie, soit, j'imagine, en exploitation externe. Oui. Ah, une première question. Alors, possible d'entrer au capital d'un privé quand la collectivité, EPCI Comcom, n'a pas la compétence réseau de chaleur. Oui, justement, c'est une possibilité qui se fait sur certains projets de rentrer sans avoir la compétence réseau de chaleur. Oui, tout à fait. Ok. Du coup, vous pourrez reposer des questions. On fera une petite session encore de questions-réponses à l'issue de la deuxième présentation. Ça va peut-être vous donner justement des nouvelles problématiques ou des nouvelles solutions pratiques pour avancer. Avec la présentation de Carole Vaganet qui donc travaille au ciel. Carole, est-ce que tu as la parole? Bonjour. Bonjour. Oui. Donc là, juste en petite introduction, donc le ciel, c'est un syndicat d'énergie, donc c'est un regroupement de collectivités, et vous montez des chaufferies bois. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu m'entends, Nicolas, c'est bon? Oui, tout à fait. Bon, c'est parfait. Alors, effectivement, en petite introduction, je voulais juste vous faire un petit aide-mémoire, on va dire, sur les syndicats d'énergie. Donc, le ciel, à la base, historiquement, donc c'est un acronyme qui signifie un syndicat intercommunal d'électricité de la Loire. Ça vient de la loi de 1906 sur donc, l'organisation du service public de l'électricité, qui a permis donc, le groupement ensuite de collectivités au sein de syndicats lorsqu'elles le souhaitaient pour mutualiser les moyens nécessaires au développement de l'électrification en France et du coup au plus près des territoires. Du coup, le syndicat dans la Loire s'est créé en 1950. Il a d'abord été intercommunal, puis il a passé la maille départementale avec l'agrégation de toutes les communes du territoire.
pour du coup des compétences obligatoires qui sont l'électricité, la distribution d'électricité et de gaz sur le territoire. Donc, c'est un petit peu plus détaillé dans la slide suivante. Les compétences qui ont été développées par le ciel sur le territoire de la Loire. Donc, il y a des compétences obligatoires, ce que je vous le disais, autorité organisatrice de la distribution d'électricité et de gaz, et des compétences optionnelles qui se sont développées petit à petit et qui sont proposées aujourd'hui aux collectivités. Donc, le conseil en énergie partagée pour la réduction des consommations des bâtiments communaux et la compétence optionnelle production d'électricité et de chaleur renouvelable donc sur les bâtiments communaux et également réseau de chaleur. Donc c'était vraiment une slide de présentation avec toutes les compétences, mais aujourd'hui on parle bien du bois énergie, donc on va aller assez vite à l'essentiel. Nicolas, tu m'avais dit une présentation courte de 10 minutes, donc je vais aller vite. Alors, les principales étapes du montage de projets de chaufferie bois que nous proposons aux collectivités et que nous faisons avec elles commencent tout d'abord par la faisabilité, bien sûr. Donc, je vous disais que nous avons des conseillers en énergie partagée qui travaillent avec les communes sur leur suivi de consommation et la réduction des consommations des bâtiments communaux. Quand des bâtiments communaux sont identifiés, alors je dis communaux, mais le syndicat regroupe à la fois des communes et des intercommunalités et des agglomérations, donc avec le Rouennais et Saint-Étienne Métropole. Donc on a vraiment plusieurs types de collectivités différentes et quand un projet est identifié, on regarde dans un premier temps les besoins de chaleur qui sont pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire du bâtiment. Alors sur les bâtiments que l'on suit, il y a plus de besoins de chaleur pour le chauffage que le CS, hormis éventuellement les piscines municipales. Donc on est quand même plutôt sur des besoins qui sont liés au chauffage. Alors, dans un premier temps, on identifie donc la pertinence de mettre en place une chaudière bois, que ce soit une chaudière bois pour le bâtiment ou une chaudière bois pour un ensemble de bâtiments regroupés au sein d'un réseau de chaleur. En fonction des besoins par bâtiment, de leur intermittence. On regarde aussi que ce soit donc pour une chaufferie centralisée ou pour une petite chaufferie dans le bâtiment, l'accessibilité pour la livraison du combustible. C'est un point qui est assez important parce qu'il faut aussi la place pour faire la chaufferie et le moyen de stockage, mais l'accessibilité, c'est pas un point à négliger parce qu'on peut avoir des travaux d'aménagement qui peuvent être conséquents, ne serait-ce que pour le retournement des camions. Là, je parle plutôt pour des plus grosses chaufferies, mais c'est quelque chose qu'il faut étudier dès la faisabilité. Et le point, un des points les plus importants est lié aussi à l'approvisionnement qui est possible sur le territoire. Donc, en fonction de la taille de la chaufferie, on n'aura pas les mêmes besoins d'approvisionnement, mais il y a aussi l'autonomie qu'on souhaite pour sa chaufferie et du coup la rotation des camions et la localisation de l'approvisionnement possible. Donc après, nous, on a un territoire qui est plutôt favorable en termes de fourniture de bois. Donc c'est ça aussi qui a permis de développer un grand nombre de chaudières bois sur le territoire de la Loire, je pense. En tout cas, une fois qu'on a fait cette première étude de faisabilité bâtiment ou groupement de bâtiments, si la faisabilité s'avère positive,
en fonction de la discussion avec la collectivité, on passe une convention. Donc ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus dans le slide suivant avec justement les montages que propose le ciel aux collectivités de la Loire. Donc, à la suite de la signature de cette convention, on passe à la réalisation du projet. Donc, je vous ai mis les grandes étapes, je pense que vous les connaissez. Mais bien penser aux demandes de subvention avant la réalisation des travaux, bien sûr. Là, même, je l'ai mis là, mais effectivement, au stade de la faisabilité, on regarde aussi les possibilités de subvention qui vont conditionner en partie la réalisation du projet, suivant les cas. Donc ensuite, la consultation des entreprises, le suivi et la réception des travaux, avec la passation pour l'exploitant, que ce soit l'exploitant s'il est communal ou un exploitant privé derrière. Du coup, dans la diapositive suivante, je reviens un peu plus sur donc la convention entre la collectivité et le syndicat. Alors, le terme n'est peut-être pas tout à fait adapté, j'avais mis maîtrise d'ouvrage déléguée, mais comme l'a présenté Lorraine Dagalier, nous sommes une collectivité, nous sommes une émanation des collectivités, donc on va plutôt parler de transfert de compétences de la maîtrise d'ouvrage communale vers le syndicat, lorsque la commune le souhaite, bien sûr. Et à ce moment-là, on a deux cas de figure différents. Alors ça, c'est vraiment les choix qui ont été faits par le syndicat. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité générale. C'est vraiment un choix. Alors, choix fait par le syndicat et voté par les élus. Donc, c'est les collectivités qui, de toute façon, prennent la décision de ce qui est proposé par le syndicat. Et ça, c'est le cas pour tous les syndicats. Du coup, lorsque la puissance de la chaufferie est inférieure à 1 mégawatt, ce que nous proposons aux collectivités, c'est donc une maîtrise d'ouvrage par transfert de compétences. Donc, on les accompagne sur la conception, sur donc, les études et la maîtrise d'œuvres travaux. Je vais un peu vite, mais on fait également l'investissement. En fait, on gère le projet au niveau de l'investissement, des travaux, de la réception et de l'exploitation. Donc, ça, on le gère et on facture ensuite de façon annuelle un loyer qui comprend le remboursement de l'investissement, échelonné sur 20 ans. C'est une convention sur 20 ans que nous signons avec la commune. Ça comprend aussi une part d'entretien maintenance et de provision pour renouvellement de matériel. Il est indiqué que la vente de chaleur est possible. Alors, c'est rarement le cas sur nos chaufferies. L'approvisionnement du combustible est en général géré par la commune. Et s'il y a facturation de chaleur à des abonnés, c'est en général la commune qui refacture. On les accompagne sur la mise en place de cette facturation avec le budget annexe, on les conseille, mais ce n'est pas nous qui faisons cette facturation aux abonnés. Donc la vente de chaleur qu'on peut proposer, c'est une vente de chaleur sortie chaufferie pour sécuriser l'approvisionnement de la chaufferie. On propose aussi à ce moment-là, quand la vente de chaleur, l'option vente de chaleur est retenue, on effectue des contrôles de la qualité du combustible régulièrement pour, en termes de taux d'humidité, de qualité visuelle aussi, de voir s'il y a des intrants qui ne sont pas conformes à ce qu'on demande, enfin des corps étrangers, comme on dit. Donc, ce sont des choses que nous faisons dans ce cas-là. Ensuite, si on est sur un réseau de chaleur qui est de taille un peu plus importante, supérieure à 1 mégawatt de chaleur en chaufferie, on propose à ce moment-là de passer par une délégation de service public, donc en concession, si vous vous souvenez de la diapositive de Lorraine Dagalier.
À ce moment-là, on passe par un délégataire donc, qui va porter l'investissement, les travaux, l'exploitation et la facturation aux abonnés. Et le ciel fait donc le contrôle, ce qu'on appelle le contrôle de concession, donc c'est la vérification des bilans et le contrôle du travail en fait du délégataire. Mais c'est le délégataire qui fait bien la facturation de chaleur avec les termes, je vous ai mis les termes abonnement et prix de la chaleur RER, hein, et qui veille à l'équilibre financier du réseau. Alors, le dernier montage qu'on peut proposer, c'est lorsque la commune, enfin la collectivité souhaite rester en maîtrise d'ouvrage. On propose un accompagnement technique au niveau, donc au-delà de la faisabilité, au niveau de l'étude, avec la réalisation du DCE, donc du dossier de consultation des entreprises, les plans, la maîtrise d'œuvre au service de la collectivité, donc jusqu'à la réception des travaux, et après l'exploitation est gérée par la collectivité. Donc ça, c'est un montage qui nous avait été demandé par des communes. C'est plutôt pour des petites chaufferies. Enfin, quand je dis petites chaufferies, c'est chaufferies par bâtiment. Alors, en termes de chiffres, le ciel alors je crois que c'est depuis 2004 maintenant que le ciel réalise des installations bois énergie sur le territoire de la Loire. On compte 60 réalisations. Alors, effectivement, le total de 47 ne va pas à 60 parce que nous avons donc les 46 qui sont des installations en maîtrise d'ouvrage, transfert de compétences, donc actuellement en exploitation, 46 installations, une en DSP. Le reste, pour aller à 60, ce sont des installations qui ont été en maîtrise d'œuvre au ciel, donc qui sont actuellement exploitées par les communes. Et il y a quelques installations qui ont été développées historiquement par le ciel et qui sont passées à Saint-Étienne Métropole lors de l'achèvement de sa métropolisation. Donc, du fait de la possibilité de Saint-Étienne Métropole de prendre la compétence du coup de production de chaleur renouvelable et par réseau de chaleur. Donc ça représente 22 MW installés à fin 2019. Ah oui, j'ai pas regardé du tout le temps. On est toujours bon? Bon, je vais rapidement du coup vous présenter deux réalisations pour dresser un petit peu deux tableaux différents qu'on peut rencontrer. La première, c'est une chaudière bois granulé donc, pour alimenter un bâtiment. Donc sans appoint, avec un ballon tampon. On produit pour ce bâtiment chauffage et eau chaude sanitaire. Il y a également une télégestion donc, qui permet d'avoir des alarmes à distance, et le suivi de la consommation en général. Voilà. Vous voyez sur l'image donc la livraison par camion souffleur pour les granulés. C'est une chaudière bois de puissance donc, de 65 kW chaud et qui alimente des ateliers partagés. Je vous ai mis voilà, la production de chaleur utile pour 2019 de 28 MWh. Donc on est quand même sur un bâtiment qui a une certaine intermittence. Et pour préciser, donc effectivement, elle produit de l'eau chaude sanitaire, mais on a quand même au niveau de la distribution un appoint électrique si la commune décide d'arrêter la chaudière l'été pour limiter un peu l'intermittence. Alors, une deuxième réalisation, et cette fois sur une chaudière plaquette forestière donc de 100 kW. Vous la voyez donc sur la photo, c'est la chaudière bois est au fond à gauche et vous avez la chaudière fuel d'appoint qui est au premier plan.
une petite longueur de réseau de 100 mètres qui permet d'avoir du coup une densité de réseau qui est plutôt intéressante, qui est de plus de 2 MWh par mètre linéaire. Pour un petit réseau rural, c'est déjà bien. Et donc qui alimente l'école maternelle primaire, la cantine et la salle des sports. Et donc cette fois, vous voyez la livraison par dépotage par camion-benne sur le schéma. Je crois que j'ai à peu près balayé ce que je voulais vous dire ce matin. J'ai pas du tout regardé les questions encore. Oui, alors je vais les reprendre les questions si tu veux bien. Oui. La première question, c'est sur le montage que vous proposez au ciel. Est-ce que c'est éligible à un financement DSIL, c'est-à-dire dotation de soutien à l'investissement local? Question posée par la DDT 70, Héloïse Taubois. Alors, les financements que nous avons sur les chaudières bois, nous avons la possibilité d'avoir des financements de l'appel à projet de la région. Je ne sais pas si c'est celui-là. Et nous avons, alors dans le cadre des contrats de territorialisation que propose l'ADEME, donc alors je ne sais pas si l'ADEME fait partie des intervenants aujourd'hui, mais Oui, très bien. Oui, je suis là. Bonjour à tous. Nelly ah oui, Lacaille. bonjour, oui. On a 1h30 de webinaire sur les financements juste après, donc on parlera de tout ça. La DSIL, c'est une aide de l'État qui est attribuée par les préfectures. Alors, je ne pense pas qu'on y ait droit. Je sais qu'on l'a sur d'autres projets, mais sur les projets de chaufferie bois, les aides que nous avons. Alors après, le fonds chaleur, c'est sur des plus grosses installations. En général, ça se situe au niveau donc des contrats de territorialisation lorsqu'il y en a un sur le territoire et des aides de la région. Deuxième question, à quelle périodicité nettoyez-vous les silos granulés et est-ce que c'est une entreprise spécialisée qui s'en occupe? Alors, les silos granulés, ils sont inspectés au moins une fois par an, on va dire, sur la période d'été. Après, dans la plupart des cas, ce que je vous disais, l'approvisionnement est géré par la commune dans nos montages et nous les accompagnons. Donc, il n'y a pas d'obligation, si vous voulez, de nettoyage de silos, en tout cas pas d'obligation réglementaire. Mais en général, de toute façon, on inspecte les fonds de silos au moins une fois par an à l'arrêt, et puis avant les livraisons, dans les installations que nous avons en approvisionnement, donc on est plus sur de la plaquette, et du coup on fait une inspection visuelle de toute façon à chaque livraison de bois. Très bien. De toute façon, on pourra reprendre des questions, revenir dessus. Je vous propose quand même qu'on avance pour tenir notre horaire. Vous pouvez évidemment contacter directement Lorraine Dagalier et Carole Vaganet si vous avez des besoins de réponse. Je propose donc qu'on poursuive avec un projet d'une dimension un peu supérieure, en l'espèce celle de la commune, celui de la commune de Barbie, et donc qui est une commune de Savoie, et on a comme interlocuteur le maire de Barbie, Monsieur Pierreton. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Ah, parfait. Ouais, je suis là, pardon. C'est le temps que je mette le micro. Il n'y a pas de souci. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez dit, oui, je suis maire de Barbie, une commune en Savoie d'environ 3500 habitants. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on a mis en place donc, notre chaufferie bois là, qui va être mise en route dans les semaines à venir. Donc, on est parti déjà d'une étude qui avait été portée par Chambé Métropole à l'époque, en 2012,
sur la commune voisine de la Ravoire qui faisait des logements neufs en quantité assez importante et ils avaient réfléchi à faire une chaufferie bois. Finalement, suite à cette étude, ils ont voulu élargir avec les communes voisines et au bout on va dire, de 2 ans de démarche, c'est avéré qu'il n'y a que la commune de Barbie qui a répondu favorablement à cette étude. Donc en 2014, on ne l'avait même pas mis dans notre profession de foi et notre programme des élections parce que la décision est arrivée fin 2014 avec les possibilités de financement et la viabilité du projet. Après, on a donc fait appel à un AMO pour nous aider dans cette démarche. Et nous, on est parti sur un marché de conception de réalisation avec un affermage, une DSP de 10 ans. Voilà, ce qui est apparemment un montage pas forcément très courant, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et donc, c'est Engie qui a remporté le marché de réalisation et aussi donc d'exploitation. Au niveau de donc on va dire fin 2014, on lance tout ça, le projet, et donc la première pierre de la chaufferie a été célébrée en septembre l'année dernière. Et donc, le bâtiment de la chaufferie est quasiment fini. Là, on a fait la réception. Il manque deux, trois petites choses, hein, mais la réception a été faite il y a quelques semaines. Et le réseau de chaleur est dans sa partie, on va dire, tuyauterie est terminé. Et donc là, maintenant, il ne reste plus que les échangeurs à mettre dans les bâtiments et pour démarrer la première route, pour servir les premiers clients. Et pour que la saison de chauffe de cet hiver puisse être faite par cette chaufferie bois. Voilà un petit peu sur le timing. Donc, on était un territoire TEPOS, hein, ce qui nous avait permis à la base de pouvoir mener ces études. Sur le financement, donc, il y a à peu près 5 millions d'euros, hein, sur ce projet au global, financé donc, pour moitié par l'ADEME et pour l'autre moitié par la commune en empruntant auprès des banques. Voilà pour le montage du projet. Après, sur la capacité un peu de la chaufferie, donc on est sur du 95% de couverture bois, dû en partie à des innovations un peu techniques où on a un double tube pour alimenter le réseau, et on a aussi des doubles échangeurs dans les bâtiments, un au chaud sanitaire et un chauffage, ce qui permet de monter un taux de couverture bois de 95% qui est un taux assez élevé. Et pour la commune de Barbie, qui finalement à l'échelle de ce projet, et ça fait une diminution de 50% de la consommation de gaz. Voilà. Donc, on dessert l'équivalent de 1000-1200 logements. Après, il y a aussi beaucoup de bâtiments publics type gymnase, mairie et autres bâtiments publics. Donc, en équivalent logement, après, il faut toujours voir par rapport aussi à l'isolation, hein, de ces logements. Mais voilà, entre 1000 et 1200 logements équivalents. Et au départ, pourquoi Barbie a pu faire ce projet aussi, c'est qu'on avait 2 réseaux existants qui couvraient à peu près 500 logements. Donc, le quartier, un des quartiers, on va dire, politique de la ville, quartier social, le Clos Gaillard, et un autre proche de la mairie, locatif et copropriétaire, donc le Clos Besson, qui est au centre de la commune. 2 réseaux qui avaient un peu plus de 40 ans. Et on sait qu'un réseau enterré, voilà, quand ils arrivent à 40, 50 ans, ils arrivent un peu quand même en fin de vie. Et donc, c'est arrivé aussi au bon moment pour pouvoir accorder tous ces logements qui étaient déjà servis par des réseaux de chaleur, voilà, mais qui étaient au gaz. Donc, on a transformé, échangé ces réseaux pour les passer au bois. Après, il y a un slide, hein, qui passe, une diapo là, qui passe avec les références techniques. Donc, on a une puissance de presque 4 MW et 8 MW de gaz. Et donc, ça économise presque 3 tonnes de CO2. 3000 tonnes.
3000 tonnes de CO2, pardon. Une bonne densité thermique. La densité thermique, ouais, qui apparaît. Alors après, moi, je suis pas forcément un spécialiste technique, mais voilà, j'imagine que mes 2800, hein, vous voyez les chiffres. Alors, équivalent logement, voilà, là, on avait annoncé 1338. Je pense qu'on est au final plus près des 1200, ce qu'on nous avait dit dernièrement. Mais bon, voilà, après, on a aussi le projet d'étendre ce réseau sur la commune de Laravoir, qui n'était pas parti au départ et qu'on va raccrocher par la suite. Et c'est vrai que voilà, ça a pu se faire quand même dans un temps relativement rapide et presque record. Voilà, sur l'échelle de quelques années, sur un tel projet, c'est quand même parce qu'il a fallu démarcher bien sûr tous les futurs clients, que les copropriétés passent ça en assemblée générale, chacune. Donc forcément, il y a aussi un temps de préparation qui est assez important parce qu'on ne va pas construire une chaufferie bois si les clients ne sont pas là. Donc il a fallu déjà présenter l'étude aux futurs clients qui passent ça en assemblée générale et derrière pouvoir dimensionner, affiner la dimension du projet par rapport aux clients potentiels. Donc c'est vrai qu'on a monté ça on va dire en 5 ans, elle est livrée, tout compris. Là, voilà, c'est quand même relativement rapide, hein, du début à la fin. Et c'est vrai que ça s'est très très bien passé, que ce soit avec les entreprises ou l'AMO et l'ADEME. Voilà, tout le monde a tiré dans le même sens. Donc c'est vrai que le projet est en tout cas pour l'instant très réussi. Maintenant, il ne manque plus qu'à brancher le chauffage et tout ça fonctionne quoi, pour cet hiver. Et normalement, la date prévue de l'inauguration, c'est le 9 octobre. On attend donc la confirmation de l'ADEME. Et normalement, donc, le 9 octobre de cette année, on fera l'inauguration avec visite de la chaufferie. Très bien. Moi, je trouve voilà, que ça illustre bien la temporalité déjà d'un projet comme celui-ci, qui est quand même, on va dire, un assez gros projet par rapport à une commune comme la vôtre. Et du coup, le lien important que vous avez avec un assistant, un maître d'ouvrage qui va vous appuyer, vous accompagner à la fois sur les démarches techniques, mais aussi les démarches administratives, des démarches aussi de rencontre des futurs abonnés au réseau de chaleur. Et puis, le lien évidemment avec les financeurs, l'ADEME et le Fonds Chaleur. Voilà, tout ça, c'est, on va dire, le cas d'école qui se retrouve évidemment sur tous les projets de réseau de chaleur qui sont mis en route. Est-ce que vous avez des questions vous pouvez aussi demander la parole hein, si vous voulez intervenir directement. Voilà, on est ouvert évidemment aux questions. Je suppose qu'il y a sans doute, ça suscite plein d'interrogations ou de réactions. Il faut se lancer. J'ai fait court exprès pour laisser la place Bien sûr. Aux questions. Après, l'idée, c'était aussi de témoigner. Voilà, c'est possible qu'une commune puisse porter un projet qui réduit 50% de sa consommation de gaz, hein, qui est proportionnellement à la commune, Oui. 1200 logements équivalents, alors qu'on a 1500 logements. Hein. Bon, voilà, après, on est en équivalent, mais en desservi pur en logement, on doit être à plus de 800 logements réels pour 1500, 1800. Donc, on a la moitié des logements qui sont desservis par ce nouveau réseau de chaleur. Très bien. J'ai une première question de Christian Decoux, de Bois Service. Est-ce que vous avez une bonne visibilité sur l'approvisionnement en bois de votre chaufferie? Ouais, alors ça, c'est la question qu'on nous pose régulièrement, hein, parce que j'ai bien compris que la filière n'était pas encore tout à fait bien installée. En tout cas, notre prestataire, donc Engie, a comme objectif de se fournir dans un rayon de 80 km sur du bois donc issu de France. Hein, l'idée, c'est pas de faire venir du bois
de pays étrangers ou de zones trop loin, de toute manière, le coût serait aussi trop important. Sur les études qui ont été faites sur le bois, il y a un potentiel assez important. Maintenant, il reste aussi à développer la filière. Sur le bassin chambérien, il y a une étude qui est menée par l'agglomération, justement, parce qu'on n'est pas la seule chaufferie bois du secteur, pour essayer de développer les filières bois, que ce soit sur les Bauges ou sur la Chartreuse. Il y a déjà des choses qui existent. Pour l'instant, on nous a assuré qu'il n'y avait aucun problème d'approvisionnement. Donc, on verra par la suite. Mais voilà, ça reste quand même un axe à renforcer. Ouais. À noter que sur ce secteur, on va dire, de Savoie, il y a une plateforme qui a été créée vers Albertville. Il y en a peut-être une autre qui va se monter sur Cœur de Savoie. En tout cas, voilà, il y a une possibilité de production locale qui est sous-exploitée actuellement, peut-être parce que justement il manquait. En fait, on manque pas de bois, mais c'est la filière qui est pas développée comme elle devrait. C'est un peu l'œuf et la poule finalement. Voilà, c'est ça. C'est exactement. Il faut des chaufferies pour développer la filière, et voilà. Donc ça va ensemble. On a été questionné justement en réunion publique et c'est exactement ce que je disais. C'est tant qu'il n'y a pas de demande, forcément la filière ne peut pas se développer. Donc va falloir faire ça en parallèle. Il me semble que s'il y a une demande, l'offre va pouvoir s'équilibrer. Très bien. Une deuxième question de Pierre Besson de Adum. Quels ont été les critères de choix pour le mode de gestion, un marché de conception ou de performance globale, conception, réalisation, exploitation, plutôt qu'une DSP? Ça a été vraiment la volonté des élus de maîtriser le développement du réseau et donc de rester propriétaire du réseau. Et voilà. Donc là, il y a un affermage de 10 ans avec Engie. Donc, on imagine après relancer sur 10 ans. Mais c'est vrai que la commune va rester propriétaire. C'était vraiment un souhait de maîtriser les choses. Et maîtriser le développement du réseau, de dire, si j'ai envie de faire une extension, je le fais, quoi. Voilà. Et puis, sur la commune de Barbie, au-delà même du réseau de chaleur, on a cette volonté d'être en proximité avec les habitants et à un moment, si on délègue tout et que c'est une entreprise privée qui a 100% et qui investit et qui est propriétaire, on avait peur aussi que les choses se fassent peut-être pas forcément dans une bonne situation avec les habitants et que des fois qu'on ait l'impression un peu de perdre la main. Voilà. Donc c'était un petit peu notre position, mais voilà, après je pense qu'on a fait le bon choix parce que au moins les élus sont impliqués, on est vraiment au cœur du projet. Très bien. Je vous propose qu'on avance pour la dernière intervention. Il y aura une petite question avant de Basile Portier. Est-ce qu'il y a eu une implication de Barbie, je pense, dans un plan climat? Ça, c'est la première question. Et est-ce que vous avez identifié des cibles de limitation de pollution atmosphérique en sortie pour les particules fines, PM10, PM2,5? Si oui, quelles sont ces préconisations, ces choix techniques qui ont été faits? Alors, ce que j'en sais au niveau de la technique, je vais répondre à la deuxième question. Mais bon, là, il y a des techniciens, j'imagine, qui connaissent bien mieux que moi. Il y a des filtres, différents filtres dans les cheminées, des choses et différents processus pour limiter tout ce qui est pollution, particules fines. Après, je ne maîtrise pas aussi bien là pour répondre à la question en termes précisément. Mais en tout cas, ce qui nous a été dit, c'est que il va y avoir des contrôles réguliers de toute manière et que normalement, ils respecteront les normes et qu'il n'y a pas de problème de pollution. Alors après, les pollutions, il y a différents types de pollution.
Mais ce qu'on nous disait, c'est que ça équivaut à quelques foyers ouverts bois en termes de particules, quoi. Donc, une cheminée à foyer ouvert pollue énormément, alors que tous les dispositifs là, qui sont mis en place là, limitent la pollution. Alors, on n'a pas eu les chiffres, on nous avait dit une fois, ça correspond à. Après, ça dépend quel type de pollution, à 5 foyers ouverts, des fois 10, des fois 15. Voilà. Mais bon, on est pour 800 logements. Voilà, ça ne va pas plus polluer qu'une petite dizaine de maisons qui sont à foyer ouvert. Très bien. Oui, Nelly Lafaille là-dessus, juste peut-être pour de l'ADEME pour compléter. En plus de la réglementation, là je crois que la chaufferie est trop petite pour être déclarée ICPE, mais en plus de la réglementation, les aides de l'ADEME imposent comme critère d'éligibilité à un certain nombre de mesures, de moyens mis en œuvre en chaufferie pour limiter les pollutions. Et donc la chaufferie de Barbie les respecte. Et oui, effectivement, il y a différents types de pollution. Donc là, la question, elle parle des particules fines, PM10 et PM2,5. Il faut évidemment bien avoir en tête que la chaufferie bois permet d'éviter plein d'autres types de pollution. Et on est conscient de son impact sur les particules fines, qui est effectivement bien moindre que ce qui peut être pour des foyers ouverts ou des anciens inserts avec des combustions mal conduites. L'intérêt de ces chaufferies collectives, c'est justement de regrouper tous les systèmes de production pour pouvoir les contrôler, faire en sorte que la combustion soit la plus parfaite possible et mettre des filtres pour éviter aux particules qui seraient quand même produites de partir dans l'atmosphère. Voilà. Très bien, merci pour ce pour ces complément. précisions. La chaufferie bois de Barbie est bien ICPE. Voilà. Bon bah voilà, d'autant plus. Donc l'Adréal a son mot à dire en plus. Ouais. Très bien. Bon, je propose qu'on... Après, il y avait une deuxième question sur le fait qu'on Ouais. si on avait un plan climat. Donc sur la commune de Barbie, on n'a pas de plan climat, mais il est porté par l'agglomération, il me semble. Voilà. Oui. Par Grand Chambéry, Non, Chambéry. qui a été adopté l'année dernière. Ouais, c'est ça. Voilà, donc vous pouvez vous référer à ce plan climat. Voilà, je propose qu'on passe tout de suite sur la dernière intervention. Il nous reste tout juste un quart d'heure avec 2-3 questions. Merci en tout cas, Monsieur le maire, d'avoir bien voulu intervenir et témoigner aujourd'hui. Merci à vous. Et du coup, je passe la parole à Julien Léraud qui travaille donc à la GEDEN et qui a une petite expérience c'était un euphémisme évidemment, sur le suivi des petites chaufferies bois qui, contrairement à celle qu'on vient de voir, qui sera bien évidemment instrumentée à la fois sur la production, mais aussi sur chaque point de vente d'énergie et sur les conséquences de la combustion, sur des petites chaufferies bois, on va dire en dessous de 300-400 kg. On constate qu'il y a encore pas mal de choses à faire pour améliorer leur fonctionnement. Donc Julien, est-ce que tu peux prendre la Bonjour à parole? tous. Vous m'entendez? Je te la laisse. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Julien. Oui, moi je t'entends, Julien. Vas-y. Est-ce que tu es là? Je ne le vois plus. Dans les... Ici, on l'entend bien. Dans les participants. Ah si, Julien. Moi, je ne t'entends pas. Ok. Bon. Eh ben, moi, je ne t'entends pas. Mais... Pourquoi j'ai plus de son... Là, est-ce que c'est bon, Nicolas? Oui, on t'entend. Vas-y, Julien. Bon, écoute, je vais commencer. Oui. C'est bon, Nicolas? Oui, j'ai un petit problème d'écouteur, en fait. C'est tout simplement ça. Excusez-moi.
Ok. Bonjour à tous, donc Julien Liraud, AGEDEN, Espace Info Énergie de l'Isère. Donc là, Nicolas, tu m'as demandé d'intervenir justement sur le suivi des chaufferies. Alors effectivement, on va revenir sur des installations de taille un peu plus modeste, puisque là, je ne parlerai que des installations, on va dire, inférieures. Alors il n'y a pas de seuil bien défini, mais des installations inférieures à 300-400 kW qui sont gérées en régie. Et pour lesquelles, souvent, notamment en milieu rural, les compétences internes de la commune sont limitées et les moyens internes également. Si tu peux passer, voilà. Donc la première chose sur laquelle il faut s'interroger, c'est identifier les indicateurs de suivi. On peut suivre 50 indicateurs, si on n'a pas les moyens en interne de les analyser derrière, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc finalement, dans notre logique d'accompagnement des petites communes, on se focalise essentiellement sur les principaux indicateurs. Donc on va retrouver notamment le taux de couverture de bois. Donc le taux de couverture de bois, ça correspond en fait à la quantité d'énergie produite par la chaudière bois par rapport à celle qui est produite par la chaudière d'appoint. Le rendement des différentes chaudières, les pertes qu'on pourrait avoir en chaufferie, mais les pertes également qu'on peut avoir sur le réseau de chaleur, parce que le fonctionnement du réseau peut aussi s'optimiser. Et l'idée de tout ça, en fait, c'est alors peut-être pas forcément d'être dans une logique d'optimisation très fine, mais plutôt dans une logique de pouvoir identifier les dérives et apporter des actions correctives notamment. On s'aperçoit sur ces petits projets que bien souvent, la commune navigue un peu à vue et n'a pas forcément une bonne vision du fonctionnement de son installation. Est-ce que le réseau, le projet fonctionne correctement? Est-ce qu'il y a des pistes d'optimisation ou pas, quoi? Tu peux passer du coup, Nicolas. Alors, là, je fais un focus sur le suivi parce que le temps est assez court. Le suivi, il ne se résume pas à une intervention lors du fonctionnement. C'est-à-dire que toute cette problématique-là, elle s'appréhende dès la conception du projet et on va avoir notamment des phases relativement importantes, notamment les phases de réception, les phases de mise en service et de mise au point, puisque forcément, il y a toute une période durant laquelle il va être nécessaire de suivre les différents paramétrages, enfin les différents paramètres et de les réajuster en fonction des résultats. Donc voilà, il y a quand même une période de mise au point qui est à ne pas négliger. Alors, du coup, simplement un petit focus sur le suivi qu'on a pu faire sur une installation. Donc là, en l'occurrence, il s'agissait d'un réseau dans une petite commune de moins de 2000 habitants. Un réseau de chaleur donc communal qui alimentait un bâtiment intercommunal, un foyer médical communal et puis plusieurs bâtiments de logement. Donc par rapport à ce qui était présenté lors de la première intervention d'Amorce, donc du coup on est dans le cadre d'un SPIC, d'un service public industriel et commercial, puisqu'il y a de la vente de chaleur aux différents abonnés. On a fait un suivi des indicateurs toutes les semaines dans un premier temps. Et là, vous voyez en fait sur le graphique le taux de couverture de la chaudière bois. C'est-à-dire que ce qui est en vert, c'est la proportion qui est couverte par la chaudière bois. Ce qui est en rouge, c'est la proportion qui est couverte par l'appoint, c'est-à-dire la chaudière fioul. En théorie, durant cette période, étant donné que tous les bâtiments n'étaient pas encore raccordés sur le réseau, puisqu'il y avait certains bâtiments
pour lesquels les tranches de travaux ne coïncidaient pas tout à fait avec la mise en service du réseau, on aurait dû s'attendre à des taux de couverture bois beaucoup plus élevés. Là, ils peuvent paraître élevés, mais en l'occurrence, là, on s'attendait à des taux de couverture bois proches de 100%. Ce n'est pas ce qu'on a constaté. Donc déjà, cette première analyse nous a permis de s'apercevoir que la chaudière fuel fonctionnait de manière beaucoup plus fréquente que ce qu'elle aurait dû. Et ça, clairement, c'est pas quelque chose qu'on peut identifier parce que la cascade, en fait, la chaudière fuel se met en route automatiquement si il y a une défaillance de la chaudière bois. Donc, si on n'est pas en chaufferie à ce moment-là pour constater que la chaudière fuel est effectivement en fonctionnement, eh ben, c'est des choses qu'on peut ne pas imaginer, quoi. L'explication, en fait, en faisant ce suivi, alors juste si on reste sur cette diapo juste quelques secondes, on s'aperçoit qu'en fait, il y a eu plusieurs choses qui ont impacté le fonctionnement de cette cascade. Dans un premier temps, le réglage. Puisqu'en fait, le réglage et notamment la fréquence de descendrage était trop importante. Alors ça, il a fallu s'apercevoir que les taux de couverture du bois étaient faibles pour ensuite, avec l'exploitant et puis le fabricant, par une succession d'audits, de se rendre compte que justement, ça provenait de ce paramètre qui était pas réglé de manière optimum et qui faisait que très régulièrement, la chaudière bois n'était pas en capacité de fournir la totalité de la puissance pour des questions de descendrage, alors que techniquement, elle le pouvait. Et donc, du coup, la chaudière fuel se mettait en route. Deuxième origine, ce sont ce qu'on voit en bas, les pannes liées au blocage de la vis d'alimentation, tout simplement liées justement à un combustible un peu trop grossier. Donc, d'où l'importance aussi dans ces phases de suivi de regarder un petit peu tout ce qui se passe autour de l'environnement de la chaufferie et notamment ce qui concerne l'approvisionnement avec notamment le respect des caractéristiques techniques qu'on a pu indiquer dans le contrat d'approvisionnement. Voilà. Et donc ensuite, ce qu'on a cherché à faire, c'est identifier l'incidence économique de ces pannes sur notamment le coût de la chaleur. Très souvent, dans les petites communes, alors dans la plupart des cas, il n'y a pas forcément de suivi. Et pour le coup, le manque de suivi, ce dont les communes ont beaucoup de mal à identifier, c'est quelle est la conséquence de tout ça. L'agent communal, il va être davantage mobilisé, mais il n'y a pas un suivi très précis de son temps d'intervention, puisque en général, son activité, elle concerne tous les services de la commune, et donc du coup, il est aussi bien affecté sur le suivi de la chaufferie, sur les interventions de la chaufferie que sur la voirie ou tout un tas d'autres choses. Et pour le coup, les répercussions sont malgré tout directes et se font sur le fonctionnement de la régie communale, avec pour conséquence, si vraiment la commune navigue à vue, potentiellement, il peut y avoir un déficit de la régie. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié l'impact de l'inexistence d'un suivi de ces pannes et de cette non-optimisation sur le réglage de la chaufferie. Et on s'est aperçu que déjà, en considérant simplement l'intervention de l'agent communal, c'est-à-dire son temps, on avait une augmentation de 5 € du mégawattheure. Si tu passes sur la diapo suivante, si on intègre en fait sur l'ensemble de la saison de chauffe la baisse du taux de couverture de bois plus l'intervention de l'agent, on est sur une augmentation du prix de la chaleur de 10%. J'insiste sur un point,
c'est que sur cette installation, on est intervenu dès le départ avec un suivi relativement fréquent. Ce qui veut dire que sans suivi, je n'ai aucune garantie que ce chiffre-là, en gros, il se peut tout à fait que ce chiffre-là soit multiplié par 2 si on n'effectue aucun suivi sur l'installation. Voilà, j'ai fini. C'est simplement un petit focus parmi tant d'autres. L'objectif, c'est absolument pas de dire que les chaufferies bois de petite puissance ne fonctionnent pas. Loin de là, c'est simplement de mettre en avant l'importance du suivi de manière, dès le départ, à mettre l'installation sur les bons rails et que ensuite la commune puisse être la plus autonome possible pour justement le suivi de ces indicateurs. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de faire un suivi vraiment aux petits oignons et être dans une logique d'optimisation du moindre kilowattheure, c'est plutôt de s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive et que l'installation soit bien prise en main par la commune et soit vécue comme finalement une installation simple à gérer sans trop de contraintes techniques, quoi. Et puis j'apporte juste une précision supplémentaire par rapport à ce travail qu'on a fait qu'on fait déjà depuis quelques années. Je voulais simplement rappeler l'existence d'un guide spécifique sur l'exploitation qui a été diffusé par l'ASDER, et puis d'un guide un peu plus succinct qui a été diffusé anciennement par le réseau IERA, qui a mis à disposition des collectivités et qui rappelle un petit peu la méthodologie pour notamment suivre ces indicateurs de base, quoi. Voilà, j'ai terminé. Ok. J'espère avoir été Alors, suffisamment court. tu pourras aussi compléter, on a encore 4 minutes, c'est large, euh, par aussi l'aspect formation des personnels communaux à l'exploitation des petites chaufferies bois, puisque ça fait partie d'un des projets qui a été retenu par la région récemment. Ouais. Alors, Tu peux en pour parler l'instant, 2 secondes? je voulais Ouais. pas forcément en parler, Nicolas. Ah bon, d'accord. Je Bon, pense que on diffusera l'info en septembre, d'accord. je pense, une Excuse-moi. fois que tout sera correctement validé, quoi. En tout cas, voilà, on a effectivement ce cahier ce cahier de recommandations, ce guide édité par l'ASDER auquel les collectivités peuvent faire appel et donner à leurs techniciens, qui permet aussi de voir quels sont les petits points de vigilance pour ces petites chaufferies afin qu'elles puissent être optimales. Si elles sont bien mises en route, bien réglées, derrière, ça évite effectivement pas mal d'interventions qui, elles, sont coûteuses et par rapport au bilan que tu en as fait, bilan économique, peuvent être impactantes pour pour la collectivité. Voilà. Je vois qu'il y a des questions du coup sur le Ouais, si tu sur veux le répondre aux questions en 2 minutes. Ouais, alors du coup sur la qualité du bois en fait, effectivement, hein, ça c'est quelque chose qu'on suivait de près et c'est quelque chose qu'il faut systématiquement rappeler, hein, l'importance d'un contrat d'approvisionnement avec les caractéristiques techniques qui sont adaptées au fonctionnement de l'installation. Donc là on était sur du P31 M30. En gros, pour faire simple, c'est une granulométrie qui est très régulière, relativement, alors j'emploie pas le terme fine parce que justement les fines c'est ce qu'il faut éviter, mais relativement petite. Là, les échantillons que vous avez vus sur les photos, effectivement, c'est cette part de combustible-là n'est bien évidemment pas conforme
au cahier des charges. Donc forcément, après, c'est une discussion avec le fournisseur pour remédier un petit peu à ça. Aujourd'hui, c'est pas très difficile pour une commune de faire des analyses, que ce soit sur l'humidité, que ce soit sur la granulométrie. Il y a le laboratoire régional qui existe pour ça. Et donc, en cas de doute, voilà, libre aux communes de réaliser ces tests, quoi. Et Julien, pour te compléter, là, c'est Julien Fibois cette fois. Oui. D'ailleurs, on abordera ce sujet notamment dans l'atelier 6 là, de vendredi à 10h30 avec Mathieu Petit qui pourra faire une petite présentation là-dessus, sur la qualité justement des combustibles, puisqu'il parlera des capteurs d'humidité embarqués notamment, des choses qui sont à l'étude. Donc, je pense qu'on refera un petit zoom là-dessus puisque c'est une vraie question. Ok, Oui, tout à fait. merci donc à tous. Je tiens à rendre la parole et à passer la main à Nelly à l'heure, et il est 10h30.